RTL Matin, présidentielle 2017. Avec Yves Calvi. 9h11, nous allons revenir sur ces 24 heures si particulières que nous venons de vivre avec Alba Ventura, Alain Duhamel, Nicolas Domenach et Éric Zemmour. Merci à tous les quatre d'être avec nous en direct, bien entendu, sur cette antenne. Il l'a donc fait, un an après la création de son mouvement hors des partis. Emmanuel Macron est le 8e président de la 5e République. Quel est votre premier commentaire, Alain Duhamel ? Oh, que c'est une aventure politique extraordinaire, inimaginable. Alors maintenant, on va rationaliser ça. Oui. Mais enfin, il fallait au départ à la fois une audace et une intuition de ce que tous les autres acteurs politiques se trouvaient embarrassés par les circonstances. Alors ça s'explique, mais d'une certaine manière, ça se salue aussi, parce que pour oser faire ça, ça n'a jamais été fait dans l'histoire politique. Hein. Jamais. Mais alors du coup, c'est une aventure qui s'arrête ou qui commence ? Oh, bah, c'est une aventure qui commence. C'est une aventure et un pari, bien entendu. Parce que comme c'est quelque chose de complètement atypique, bah maintenant tous les problèmes vont se poser. Constitution de majorité ou pas, quel gouvernement, avec qui, jusqu'où, oui. Avec quelles frontières, sur quelle politique exacte, etc. Enfin, on entre dans une phase vraiment... Hier, je disais, c'est une époque différente. Alba Ventura. Moi, j'aime pas trop qu'on brûle les étapes. Alors, je sais que certains me diront il faut arrêter de se voiler la face parce que effectivement, les défis et tout ce qui attend Emmanuel Macron est colossal. Mais si on peut s'arrêter effectivement juste un instant pour saluer ce parcours extraordinaire, ce bouleversement inédit qui s'est produit avec l'arrivée d'un jeune de 39 ans. Il y a un peu du Trudeau, il y a un peu du Blair, il y a un peu du Renzi. Voilà. Et puis, il y a physiquement ce visage de Boris Vian mélangé à Julien Sorel. Enfin, je trouve qu'on a tout d'un coup un air frais. Je ne sais pas comment cet air va ensuite se transformer, mais je vois Éric qui sourit, évidemment, il doit dire la femme est sous le charme. Mais il y a quand même un air frais. Parler, Non, mais profitons juste de cet instant parce qu'on va être projeté dans autre chose et effectivement, le paysage sera beaucoup moins sympathique. Mais au moins, écoutez, effectivement, c'est l'audace dont parlait Alain. Et voilà, c'est un vent de fraîcheur. Qui durera ce qui durera, mais en tout cas, voilà, on peut le savourer justement. Et un optimisme totalement inhabituel dans le monde politique français. Dans le monde politique français ? Oui, optimisme, c'est un mot qui est presque tabou et qui ressurgit. Alors, à tort ou raison, on verra bien. Ça. Alors, pourriez-vous nous dire que finalement tout va mal, Éric Zemmour ? Non, j'essaie de vous pousser dans votre tranche. Non, c'est pas... Alors, audace, oui, talent, oui, charme, oui... Tout ça est évident. Je voudrais quand même contrebalancer un peu ces dithyrambes par quelques éléments. Dans l'année 2016, 75 unes de magazines sur Macron. Des dizaines de milliers d'articles. En 2014, Jacques Attali disait que le président de la République de 2017 serait un inconnu, et quelques jours plus tard, il disait qu'Emmanuel Macron avait toutes les qualités pour être président de la République. Personne ne le connaissait. Vous voyez où je veux en venir. Ça prouve que c'était un phénomène. Emmanuel Macron est le candidat de l'oligarchie, évidemment. Il est le candidat des médias. Il est le candidat du système. Le système existe puisqu'Emmanuel Macron a été élu, et le système est puissant puisqu'Emmanuel Macron a gagné. Vous dites à 20 millions de Français qui se sont fait abuser que ce sont des imbéciles ? C'est pas de l'imbécilité que d'être soumis à un bombardement inouï de propagande. C'est pas ça être imbécile. C'est être sidéré par la puissance de feu inédite du système. Mais ils s'en laissent pas compter, les Français. Mais ils s'en laissent compter, les Français, c'est fini. On n'est plus aux Français de Chateaubriand et de Victor Hugo. Mais non, c'est terminé. Les Français sont abreuvés par la télévision. Ils sont abreuvés par les grands médias. Les Français, le niveau scolaire s'est effondré. Tout ce qui faisait résister... Tout ce qui faisait résister... Vous êtes en train de nous traiter d'abrutis. Tout ce qui faisait résister le peuple français s'est effondré. Donc il faut bien qu'il y ait une logique dans tout ça. Eric, on peut quand même relever au passage que... Alors c'est vrai qu'il y a eu et une ensuite presse donner la favorable, parole à Nicolas Domenach. Au contraire. Mais on peut relever au passage qu'il y a eu aussi, dans la presse, un moment Fillon. Oui, qui a bien existé, sûr, bien sûr. Et qui a même eu un moment Marine Le Pen. Et un moment Mélenchon. Et bien sûr. Bien sûr, mais je suis d'accord. Donc ça n'est pas unilatéral. Non, je suis d'accord. Alors, Nicolas Domenach. Il faut quand même voir que c'est une aventure individuelle, mais aussi une aventure
partiellement collective, si j'ose dire. C'est pas une audace sur rien. Et ce qu'Éric Zemmour ne peut pas voir, parce que ça fait des années et des années, c'est que ce pays ne veut pas... les barragistes ont gagné, quoi. C'est Castor Junior qui l'a emporté avec les castors dont on se moquait. On nous expliquait depuis des mois qu'au fond, le Front républicain était mort, que le barrage ne tiendrait pas face à la montée qu'on avait vue aux États-Unis, en Angleterre, et qui gagnait cette vague. Et ben cette vague s'est brisée. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des Français n'en veulent pas. Et qu'on retrouve, au fond, ce qui a fait l'échec des souverainistes populistes depuis plus de 20 ans, qui sont incapables de constituer une force politique cohérente et de rassembler ces conglomérats de la gauche extrême et de la droite extrême. Et ça ne marchera pas davantage demain que ça n'a marché cette fois-ci. Et donc il est l'expression, avec un talent particulier, Emmanuel Macron, de ces forces-là. Alors est-ce qu'il réussira ensuite à les dynamiser davantage, on verra. Mais en tout cas, il faut prendre acte de ce moment qui est un moment à la fois individuel, d'audace, d'intuition et un moment collectif. Et avec lui, est-ce que c'est l'Europe qui sort gagnante? C'est ça ma question. En tout cas, c'est une espérance d'Europe, parce que regardez les réactions en Allemagne, dans les autres pays européens, qui sont vraiment enthousiastes, qui se disent enfin on va pouvoir repenser l'Europe avec quelqu'un qui a relevé le drapeau alors que tout le monde s'asseyait dessus, pour pas dire pire. Éric Zemmour. Je ne suis pas en désaccord total avec ce que dit Nicolas Domenech. C'est évidemment un échec de la droite souverainiste, un de plus, depuis 25 ans. Et pourquoi ? Pour deux raisons, d'après moi. Tout simplement parce que depuis 25 ans, la droite dite républicaine par la gauche, parce que c'est toujours la gauche qui décerne les brevets de républicanisme, la droite donc dite républicaine n'a jamais osé s'allier au Front National. Je pense que c'est la première erreur historique de la droite. Je pense qu'elle aurait dû faire comme... Ça fait 20 ans que je le dis, Nicolas le sait, Alain aussi le sait. Elle aurait dû faire comme François Mitterrand avec le Parti communiste, c'est-à-dire pour ouvrir pour donner les clés de l'électorat populaire, il faut s'allier au parti qui le représente et pour le vider de sa substance, pour plumer la volaille communiste, comme disait François Mitterrand. Deuxièmement... La droite, comme beaucoup de gens de l'oligarchie, puisque vous avez utilisé ce terme vous aussi, estime que ce parti légal... En revanche, continue d'avoir des spécificités qui fait qu'elle ne peut pas s'allier avec elle. Oui, bien sûr, vous avez raison, les chefs de la droite pensent ça. Mais 80% de l'électorat de la droite ne pense pas ça. Donc, deuxièmement, il y a 80. aussi... Pas 80. 70. Vous exagérez, pas 70. Moi, je dirais 50. 50. Non, c'est déjà beaucoup, mais moi je dirais plus. Il y a une partie des fillonistes, une partie des sarkozystes, mais on ne peut pas dire que du côté des juppéistes, on soit d'accord avec ça. Les juppéistes ne représentent rien. Les juppéistes, c'est que dalle. C'est la phrase de Pasqua, le RPR amène les électeurs, les élus, et l'UDF amène les élus. Maintenant, je reviendrai après sur Marine Le Pen. Parce que la deuxième raison, c'est Marine Le Pen. Rapidement, deux choses. La première, c'est que Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient d'accord sur un point, qui était que la question Europe, mondialisation, nation était au cœur du débat. La France s'est singularisée par le refus du traité constitutionnel en 2005. Il y a eu un mouvement populiste international qui a traversé tout l'Occident. Il y a eu la victoire du Brexit, il y a eu la victoire de Trump. C'est la victoire, si j'ose dire, du camp européen qui a lieu en France. Et je pense que ça va beaucoup compter. Je ne sais pas s'il y aura un état de grâce de Macron en France, mais un état de grâce de Macron en Europe, alors là, je suis persuadé qu'il va exister. J'espère qu'il sera l'utiliser. L'autre chose, pour en revenir au Front National, mais je vais vite, pour en revenir au Front National, moi j'ai une thèse, alors vous serez peut-être pas d'accord les uns et les autres, j'ai une thèse, je trouve que le résultat d'hier, c'est un succès pour le Front National et un échec pour Marine Le Pen. Oui, c'est vrai. Je m'explique d'un mot. Succès pour le Front National, il atteint un niveau qu'il n'a jamais atteint. Il rassemble des suffrages comme il ne l'a jamais fait. Donc, il ne faut pas nier qu'il y ait ce mouvement, qui est un mouvement ascendant. Un échec pour Marine Le Pen. Elle a perdu 10 points dans les intentions de vote en 2 semaines. C'est sans précédent. Sans précédent dans l'histoire des élections. J'ai fini. Mais je vais aller dans votre sens. Oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Sans précédent dans l'histoire de l'élection européenne, présidentielle. C'est un résultat. C'est elle qui s'est autodétruite. Elle s'est fait harakiri. Voilà, c'était mon deuxième point. Très bien. Marine Le Pen est devenue le problème des idées qu'elle défend pour une double raison. D'une part, car elle a montré au débat son incompétence et son incapacité à se hisser à ce niveau.
son incapacité économique et son incapacité, parce que Mitterrand n'était pas beaucoup plus compétent en économie, mais son incapacité à refuser le débat économique. Absolument. En plus, elle a une double insuffisance. Mais vous dites le FN aurait dû s'allier avec la droite. Mais non, quand la droite aurait dû s'allier au FN. La droite. Mais quand il s'allie avec Dupont-Aignan, ben ça marche pas puisqu'elle est obligée, par exemple, de se prendre. Elle se prend les pieds dans le tapis sur la question de l'euro. Je veux croire qu'avec un candidat de droite, c'est le candidat de droite qui sera devant Marine Le Pen. Et Marine Le Pen apportera ses voix, comme Mitterrand avec Georges Marchais. Donc, je finis la parenthèse, je continue. Deuxièmement, c'est une erreur de stratégie. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la personne de Marine Le Pen qui a échoué, mais c'est aussi la stratégie de gauche de Philippot. Il y a depuis 5 ans... La stratégie de gauche de Philippot. Oui, gauche Philippot. Oui, le choix social plutôt que le choix Ah, bon. Exactement. Merci Alain. Heureusement qu'Alain traduit parce que là... non, moi je suis très bon pour décrypter. Mais j'ai compris. C'est un langage qu'il faut apprendre. Il est bilingue, Alain. Il parle le Zemmour. Excusez-moi, c'est une stratégie de gauche. De viser, de prendre les électeurs de Mélenchon, qu'est-ce qu'elle n'a absolument pas réussi, et du coup, elle n'a absolument pas tenu, en tout cas pas assez, le discours identitaire sur l'immigration et l'islam, qui aurait pu rassembler avec les électeurs de Fillon. Elle se prend pour Evita Peron, un jour elle finira comme Marie-Georges Buffet. Non, mais il y a deux choses essentielles, effectivement, dans ce discrédit qui s'est, au fond, cristallisé sur Marine Le Pen. Il y a ce qui relève effectivement, ces incompétences qui sont apparues, en tout cas, sur les questions économiques, au fond, et puis le côté Le Pen, parce qu'il y a du père qui a parlé à travers elle, dans le ricanement, qui s'est exprimé. Mais donc, pas la culture. Pas la culture, mais en tout cas, il y avait une vulgarité, une violence, une agressivité qui n'était pas d'elle, en tout cas pas de la manifestation apaisée qu'elle voulait donner, la politique, c'est de l'agressivité, qu'il a emporté. Mais le second point, Eric, ce que Eric ne veut pas voir et ne peut pas voir, c'est que au fond, elle portait aussi une politique dont les Français ne veulent pas sur l'Europe. Je veux dire, sur la sortie de l'euro. Je veux dire, donc ça, c'est quelque chose, c'est rédhibitoire, même s'il y a eu un moment dans l'histoire de France le vote non à Maastricht, on ne veut pas en sortir. Je veux dire, ça représente quand même quelque chose pour la France, au fond, et dont elle n'a pas pu se dépêtrer ensuite dans cette contradiction. Mais Nicolas, je n'ai jamais dit que le renoncement à l'euro n'avait pas été un obstacle à la campagne de Marine Le Pen. Je n'ai jamais dit le contraire. Là où je me sépare de toi, c'est que je ne pense pas que les Français tiennent à l'euro parce que c'est important pour la France. Ils tiennent à l'euro parce qu'ils ont peur de voir baisser leurs économies. Et que l'électorat qui n'a pas d'économie vote Marine Le Pen ou Mélenchon. L'électorat qui a des économies vote Fillon ou Macron. C'est tout. C'est un rapport de classe. Je te l'ai déjà dit. Juste pour cette élection est un rapport de classe. Mais pour la suite, c'est très important parce qu'elle ne peut plus espérer casser la droite comme vous le souhaitez. Dans l'état où on est, elle ne peut plus être la chef qu'elle espérait être. Il nous reste 3 minutes, ça me permet de faire la césure parce qu'il faut qu'on se projette dans l'avenir. Alors, comment vont se constituer les équipes Macron? Ce matin, on a compris que pour Bruno Le Maire, les choses étaient claires. S'il fait un geste d'ouverture à droite, notamment en nommant un chef de gouvernement qui ne serait pas en tout cas socialiste, on part vers une véritable recomposition. Oui, mais je crois que de toute façon, on part vers une recomposition, à la fois dans les rapports entre les partis et à l'intérieur des partis. De tous les partis, il y aura des remises en cause inévitables. Bon, ceci posé, c'est vrai que la carte à jouer pour Emmanuel Macron, c'est évidemment un appel au rassemblement et la transgression des frontières classiques. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se reconstitueront pas dans 6 mois, mais enfin... J'allais vous dire, voilà, ça dure 3 mois, ça. Oui, mais ça permet de constituer un gouvernement et déjà de faire passer les mesures d'urgence. Bon, l'autre chose est que il me paraît, en tout cas logique, évident, faut jamais dire évident en politique, mais logique, il me paraît logique que s'il veut donner un signal, le Premier ministre vienne plutôt de la droite modérée, de la droite qui se veut moderne, plutôt que de la gauche en place. Mais Alain, le PS est déjà mort, donc il faut maintenant tuer les Républicains. Oui, mais il ressuscitera, comme de même que je suis sûr que les Républicains ressusciteront. Mais simplement, ils vont d'abord souffrir. L'essentiel qu'il a à gagner là pour gouverner Emmanuel Macron, c'est la confiance. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'après le score qu'il vient de faire, qui est énorme, arithmétiquement, c'est un score. Il y a 25% d'abstention, 10% de blanc. Il n'est pas énorme. Il a été le plus faible au premier tour avec Chirac. Donc il n'est pas énorme, c'est pas vrai. Et justement, il ne faudra pas qu'il refasse l'erreur de Jacques Chirac. Mais en tout cas, c'est la 5e République, c'est pas une erreur. Avec ce score de 66%, même d'ailleurs, ce qu'il lui faut, c'est arriver à briser les Républicains. Donc il lui faut donner le
premier signal, c'est de nommer un Premier ministre de droite. Et à partir de là, faire venir tous ceux dont on vient d'entendre Bruno Le Maire, qui sont d'accord pour gouverner avec lui. Comme disait Éric, le PS est déjà laminé. Maintenant, c'est aux Républicains. Il va devoir briser les Républicains. Nicolas ? Non, faut quand même. C'est une discussion importante pour se mesurer l'ampleur de son score. On peut pas balayer de ce point de vue d'un revers de main les 65%, parce que dans les conditions de crise de ce pays, dans les moments de souffrance, dans le côté tout neuf qu'il représente, moins de 2 ans d'expérience politique, d'être arrivé à 65%, pardon, avec Zemmour, mais c'est quand même un score qui porte un succès impressionnant. Il ne faut pas oublier qu'il y a 25% d'abstention et qu'il y a 10% de blanc. Et donc il n'a pas la majorité des inscrits. Oui, mais et il a fait le plus faible score du premier tour depuis Chirac. Je suis désolé de le rappeler. Donc son socle est très étroit. Non, mais c'est important pour la suite, parce que ça veut dire effectivement, comme l'a dit Alain Duhamel tout à l'heure, qu'au fond, il doit profiter de cet élan, et comme la gauche est fracturée, au fond, la laisser se cannibaliser ce qu'elle va faire. Je veux dire, entre Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, on peut être sûr que les périodes législatives, ils vont se manger eux-mêmes. Donc, eh bien, effectivement, il faut qu'ils prennent un Premier ministre qui soit d'une sensibilité sinon de centre-droit. Alain Duhamel en une phrase. Pour proposer une formule, pour moi, sa victoire, c'est Iéna. C'est-à-dire, c'est une victoire, mais une victoire sanglante et coûteuse. Merci beaucoup les uns et les autres alors d'être venus. C'est plutôt Hello. Iéna, il n'y a pas eu, c'est pas de sanglant. Je vais vous laisser débattre de Iéna et d'Hello si vous le voulez bien. Vous pouvez vous balader dans le 8e arrondissement. Vous trouverez matière en plus à converser agréablement avec un petit parapluie et à fêter ce D-Day qui est aussi un autre anniversaire. Merci à tous les 4 d'être venus en direct commenter l'élection d'Emmanuel Macron et les jours à venir que nous vivrons ensemble et que nous partagerons ensemble, bien entendu, sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec Julien Courbet.